Votre atelier Nouvelles Technologies vous est présenté par PraticeLive, votre logiciel métier 100% gratuit. Le PET scan, c'est une technique qui a été développée dans les années 70, qui est un appareil de médecine nucléaire qui a pour but de repérer des radiopharmaceutiques qui sont injectés aux patients. Ces radiopharmaceutiques, ce sont des molécules qui vont explorer des phénomènes biologiques couplés à un atome radioactif. Le but étant de non pas déterminer quelles sont les modifications sur le plan anatomique d'un ganglion ou d'un organe particulier, comme ça peut être montré par le scanner, mais d'explorer des phénomènes biologiques. Donc on n'est pas dans l'imagerie anatomique, mais c'est une technique d'imagerie métabolique, moléculaire et fonctionnelle qui apporte des informations totalement différentes et complémentaires. Donc en fonction du paramètre biologique que l'on veut explorer, on va pouvoir utiliser différents types de traceurs. Ça, c'est le dénominateur commun à toutes les techniques scintigraphiques de médecine nucléaire. La TEP, ou ce qu'on appelle aussi PET scan, étant une machine particulière de scintigraphie en fait. À l'heure actuelle, 95% des examens sont des examens de bilan cancérologique effectivement, puisque le traceur utilisé le plus fréquent est un traceur qu'on appelle le FDG, le fluorodéoxyglucose, qui est du sucre, du glucose marqué avec un atome qui sera repéré de fluor 18. Et on sait depuis les années 50 que les cellules cancéreuses consomment de manière importante le glucose pour leurs besoins, notamment de renouvellement cellulaire accéléré. Donc il y a une augmentation de l'activité glycolytique des cellules tumorales et c'est ce qu'on va repérer avec le PET scan après l'injection de ce 18-FDG. Donc ça, c'est 95% des examens de TEP qui sont réalisés en France et qui sont à peu près chiffrés à 200 000 par an sur une centaine de machines. Donc voilà, une fois que j'ai prélevé le produit, je le calibre dans un activimètre. Donc je vais sortir la dose que je viens de préparer dans un petit charlot de transport, vous avez vu tout à l'heure. Il nous protège évidemment des radiations aussi. Voilà, pour qu'on puisse l'amener directement dans la cabine du patient pour pouvoir lui injecter le produit. Les produits radiopharmaceutiques qui sont injectés à des doses non pharmacologiques. Donc à des doses qui sont de l'ordre du pico ou du nanomolaire, ce qui fait qu'il n'y a aucun effet secondaire, aucune allergie et il n'y a aucune interférence sur la physiologie naturelle de l'individu. Quand on injecte des molécules de glucose radioactive, ça ne va pas du tout interférer sur le cycle glycémique du patient. C'est-à-dire que ça ne va pas pouvoir lui déséquilibrer un diabète préexistant, puisque les quantités sont vraiment trop faibles pour interférer sur ces processus biologiques justement. Et donc, une fois que toutes les cellules ont bien capté ce glucose, notamment les cellules tumorales, ce qui prend à peu près 1 heure, on va pouvoir faire les images, sachant que ces molécules de FDG sont restées trappées à l'intérieur de ces cellules tumorales. Donc le but de l'examen, ça va être de repérer l'ensemble des sites ganglionnaires, pulmonaires, surrénaliens, l'ensemble des sites où se sont fixées ces molécules de glucose. Donc vous avez ici les deux modalités qui sont réunies, donc la modalité scanner, qui est un scanner non injecté qui nous apporte les informations anatomiques, la modalité TEP qui permet de repérer en 3D les sites de captation et de fixation du radiopharmaceutique, en l'occurrence ici le glucose marqué. La représentation 3D qu'on appelle MIP qui nous permet d'avoir un rendu volumique de ces sites de captation et l'image qu'on appelle de fusion qui correspond à la superposition du scanner et de la TEP qu'on voit sur un dégradé d'orange sur cette image-là. Donc sur cet exemple-là, c'est un patient qui est adressé pour un bilan d'une lésion œsophagienne qu'on voit ici et qu'on peut voir en faisant défiler les coupes, correspond à ce volumineux foyer qui est ici, hypermétabolique du tiers inférieur de l'œsophage, qui correspond à une lésion tumorale primitive. Et on voit qu'il y a un deuxième site de captation qui est ici, qui correspond à une adénopathie, qui est située juste à la partie supérieure de la lésion tumorale.
Selon les cas, c'est un examen qui peut être utilisé à toutes les étapes de la prise en charge du cancer. Donc la première étape, c'est de savoir déjà si jamais le patient a un cancer ou non. Donc c'est l'étape de diagnostic initial. Et là, on sait que le PET scan est très important dans le bilan des nodules pulmonaires découverts par hasard, par exemple sur un scanner. Est-ce que ce nodule est cancéreux ou pas? Ça, c'est la première étape. Ensuite, dans le diagnostic initial, toujours, quand le cancer est prouvé, on a besoin de savoir quelle est la séquence thérapeutique qui sera le mieux adaptée. Puisqu'on va adapter le traitement au patient, mais aussi à sa maladie. Donc on a besoin de savoir si le patient a une atteinte ganglionnaire, si jamais il a une atteinte métastatique. Et pour ça, on a besoin d'avoir les examens les plus précis pour savoir si le patient va pouvoir être opéré ou si au contraire, il va devoir avoir un traitement de chimiothérapie si jamais il est métastatique. Parce qu'évidemment, si un patient a une masse pulmonaire avec des métastases osseuses diffuses, aller l'opérer de sa masse pulmonaire, ça ne va pas le guérir de son cancer. Ça va ne faire que décaler le début de la chimiothérapie alors qu'elle aurait dû être instituée dès le départ. Donc ça, c'est dans la phase initiale. Le PET scan est très intéressant aussi et utile dans le suivi sous traitement. Donc de savoir par exemple si un traitement de chimiothérapie est efficace. Pour la même raison, il est inutile de continuer un traitement de chimiothérapie si jamais le traitement ne marche pas. Et ce qu'on sait, c'est que les modifications de taille des ganglions ou des masses ou des lésions sont assez tardives, ce qu'on voit sur le scanner. Par contre, les modifications du métabolisme des cellules sont toujours en avance par rapport aux modifications de l'anatomie. Donc c'est un examen qui montre plus précocement que les autres comment le patient va répondre ou non à la chimiothérapie. Et ça, c'est très important, notamment pour les lymphomes. Pour les lymphomes, on fait le point à 2 cures ou à 4 cures pour les lymphomes agressifs, les lymphomes de haut grade, et ça permet de savoir si le patient est chimio-répondeur ou non. Sur cet examen qui n'est pas encore terminé, c'est plutôt un examen qui est rassurant qu'autre chose, c'est-à-dire que le patient potentiellement est chirurgical, alors qu'il était difficilement caractérisable en scanner, puisqu'il y avait des lésions indéterminées à la fois sur le plan ganglionnaire et surrénalien. Et si le patient avait une métastase surrénalienne, il n'aurait pas pu être opéré. Ce qui est très spécifique à la TEP, c'est que finalement, ce n'est pas l'appareil qui met le rayon, c'est le patient. Et que le gros développement des années à venir, c'est le développement des radiopharmaceutiques, de ce qu'on va injecter au patient. Parce qu'on sait que le FDG, c'est un traceur qui est extrêmement intéressant pour le bilan cancérologique, mais on a d'autres applications du 18-FDG, que ce soit en cancérologie pour expliquer d'autres phénomènes que le métabolisme glucidique. En neurologie, ça va être très important, il y a des nouveaux traceurs qui vont arriver, en cardiologie également.